Le but de mon intervention, en fait, est que vous fassiez un petit peu plus connaissance avec vos zones de talent, votre structure identitaire, ce qui peut vous servir pour vous conduire sur des scénarios de réussite, mais aussi ce qui peut potentiellement représenter une pente et un comportement un peu en mode sabotage, d'auto-sabotage, qui peut vous mettre éventuellement en difficulté dans le cadre d'une recherche d'emploi, une transition professionnelle, mais aussi au quotidien, tant dans le champ professionnel qu'à la maison. Donc on appelle ça des drivers. Alors je dis en introduction, au cas où j'oublierai de le dire à la fin de mon exposé, vous avez juste à côté de la porte en sortant 2 documents. Alors, sur le premier, vous aurez la synthèse imprimée de l'ensemble des slides que je vais vous présenter. Et sur la deuxième chaise, vous avez un questionnaire, le questionnaire sur les drivers, ce qui sera l'objet de notre exposé, qui vous permettra de vous auto-diagnostiquer sur la dominante en fait, de vos propres drivers. Donc, je vous invite à prendre ces 2 documents en sortant. Voilà, c'est comme ça, j'élude le fait de potentiellement oublier de vous le dire. Alors, c'est quoi un driver ? C'est un terme américain, tout simplement parce que les gens qui ont travaillé là-dessus sont anglo-saxons. Donc, en fait, quand on le traduit en français, on appelle ça un message contraignant. Contraignant parce qu'en fait, il va plier contre votre volonté consciente. Il va vous emmener dans un scénario qui ne va pas forcément être de nature à vous aider dans vos recherches d'emploi, dans votre relation avec l'employeur et dans la relation interpersonnelle au sens général. Alors, on parle de driver parce qu'on a parlé un jour d'Eric Berne. Eric Berne, c'est celui qui a structuré le concept de l'analyse, la posture transactionnelle. Relation parents, enfants, adultes, pour ceux peut-être qui ont déjà étudié ça, c'est parlant. Mais il avait un disciple qui s'appelle Taibbi Keller, qui est psychologue clinicien. Et dans le cadre de ses entretiens cliniques, il s'est rendu compte qu'il y avait un ensemble de croyances qui étaient nourries dans chacun de ses patients, donc ça veut dire dans nous tous, moi y compris, qui ont été engrammées pendant la petite enfance et qui vont conditionner en fait le comportement à l'âge adulte. Mais ce qui est embêtant, c'est que ce comportement, ce mode opératoire se passe en automatique et devient dans une zone de l'inconscient. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la maîtrise des choses et les choses se mettent en automatique. Alors on va voir pourquoi. En fait, c'est quand on est enfant, on essaie toujours d'accueillir des signes de reconnaissance de la part des parents, des grands-parents, de l'instituteur, des copains, des copines à l'école, ou de la fratrie. C'est pas toujours simple dans la fratrie. Donc on va essayer d'avoir des signes de reconnaissance positifs, de préférence. Donc on va tenir compte des injonctions des parents, par exemple. Il n'est pas bon pour toi de faire ça, ou de la contre-injonction. Au contraire, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou alors du programme. Alors, pour réussir telle chose, tu dois faire ça, ça, ça et ça et ça. Et l'enfant tout petit, il absorbe tout ça. Il se construit des croyances en disant « pour faire plaisir à papa et à maman, je dois être de telle et telle manière ». Voilà, c'est ce qu'on appelle le driver. Donc les parents pétris de bonnes intentions vont interagir avec l'enfant pour l'éduquer, mais l'enfant, lui, il comprend, il donne du sens aux choses, il se construit son champ de croyance en fonction de l'acception des choses qu'il a. C'est-à-dire, avec sa petite tête, qu'est-ce qu'il comprend ? Quand un papa hurle parce qu'il est en train de bricoler, puis il dit « touche pas à ça, tu vas te blesser !» Parce que l'enfant se rapproche de l'outillage, l'enfant, il le reçoit comme un interdit. Quelque chose qui, lui, a attiré sa curiosité, mais il n'a pas droit, visiblement, alors que le père préserve l'enfant d'une blessure. Donc on peut avoir des vœux, des engagements, une volonté bienveillante et en fait générer des réactions intériorisées qui vont construire un champ de croyances qui peut éventuellement être déformé. Donc, je vous le résume vite. L'injonction parentale qui va conditionner un comportement de l'enfant rentre ça dans son champ de croyance, et après, à l'âge adulte, tout ça se passe en mode subversif, complètement inconscient, et ça va mettre potentiellement la personne en difficulté. Alors à quel moment on est le plus en difficulté ? On est en difficulté quand on est sous contrainte, quand on est en état de stress, quand on va éventuellement engager un entretien de recrutement. Quand on a écouté la personne qui intervenait juste avant, maximiser ses chances, être en capacité d'être assertif, de défendre l'intérêt, de valoriser ses compétences, tout ça, ça se fait, mais on peut aussi très bien, à ce moment-là, manquer de ressources, dévisser, avoir peur, plus pouvoir parler, voyez, autant de choses qui vont venir inhiber votre potentiel. Donc, quand on va éclairer maintenant chacun un à un de ces drivers, un enfant, par exemple, tout petit, rentre à l'école,
il a le résultat d'une de ses compositions, rédaction ou examen, il va dire à son papa, à sa maman, vous savez, j'ai eu 15. Et si les parents disent 15, mais pourquoi pas 17? Et pourquoi pas 18? Feignant, tu aurais pu travailler un peu plus, je t'ai vu jouer sur ta console, ça suffit donc pas. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il va se créer comme croyance? Il faut que je sois parfait. Il faut que je sois parfait, puisque 15 ne suffisent pas, 18. Et puis, s'il a fait 10 tours de cours en courant, on va lui dire pourquoi tu n'en as pas fait 12. Et de l'entraînement sportif, pourquoi tu n'as pas fait mieux? Pourquoi au match, tu n'as pas maximisé le nombre de points? L'enfant, il va toujours dire il faut que je fasse toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour enfin avoir le signe de reconnaissance adapté des parents, qui est celui de féliciter l'enfant pour l'effort qu'il a produit. Donc, se construit en croyance fondamentale, je dois être parfait dans tous les compartiments de ma vie, professionnelle, sociale, amicale, sentimentale, il faut que je sois nickel partout. Je ne dois donc rien laisser au hasard. Donc ça veut dire une consommation de temps, d'énergie, de loisirs, investis à d'autres activités, et qui va faire que il va tangibiliser sa réussite, du moins celle qu'il croit être digne de bonne reconnaissance de son courage, en investissant beaucoup d'énergie, en se perdant potentiellement dans les détails, et en étant très exigeant avec lui-même. Mais quand il est en situation de manager, il peut être aussi très exigeant avec ses collaborateurs, ou très exigeant avec le conjoint, parce que lui, il a son driver, soit parfait, qui fonctionne à 200%. Donc, ce qui est important là, c'est de lâcher un peu prise. Parce que quand vous avez à constituer un dossier, une lettre de motivation, à votre CV ou votre tenue, à trop en faire, vous n'arrivez pas à vous lancer dans la dynamique, la mise en mouvement. OK ? Donc là, il faut s'accepter comme on est, composer avec ses imperfections et surtout comprendre que l'autre a le droit aussi d'être perfectible. Et ne pas attendre d'être au top ou croire que l'on est au top de la situation pour engager le mouvement et se mettre en dynamique de recherche d'emploi ou d'atteinte ou de défense de ses intérêts. Voilà pour le premier. Le second, c'est avant de vous passer l'image, c'est l'enfant qui a du mal à manger son repas et on va le bourrer à la petite cuillère. C'est arrivé, il y a des mamans ici. Allez, une cuillerée pour papa, une cuillerée pour maman, une cuillerée pour grand-mère, une cuillerée pour grand-père. Et l'enfant, il prend. Pour avoir un signe de reconnaissance, on va faire plaisir. On va faire plaisir. Et on bourre. Donc, qu'est-ce qui se passe à croyance fondamentale? Pour être apprécié de mon entourage, il faut que je dise oui à tout. Alors quand on dit oui à son conjoint, quand on dit oui à ses enfants, quand on dit oui à son patron, quand on dit oui à des collègues qui vous sollicitent pour leur donner un petit coup de main, on a de moins en moins d'espace pour soi, moins en moins d'oxygène, de plus en plus de fatigabilité. Et attention, dans le monde du travail, quand on ne sait pas dire non, on va jusqu'au burn-out, ou voire la dépression. Et généralement, quand on s'accroche, quand on essaie de répondre à la demande, c'est plutôt le burn-out. Donc, si on a l'avantage... Et là, il faut le conscientiser, c'est de savoir prendre soin des gens, d'avoir le sens de l'autre, d'être bienveillant, à l'écoute, précautionneux, accueillant. C'est une grande qualité, celle-ci, vous devez la maximiser. Mais à la fois, il faut que vous sachiez poser des noms positifs. Alors, c'est quoi un nom positif? C'est tout simplement, à certaines demandes, dire non. Non en l'état du temps dont je dispose, non en état du travail que j'ai encore à faire, mais le positif vient dans le fait, c'est oui à la personne. J'ai compris que ta demande est importante pour toi, mais en l'occurrence, conjoncturellement, je ne peux pas autrement te répondre que par la négation, mais dès que le temps m'est imparti ou les moyens viendront, alors on reconsidérera la chose. De manière à ne pas vous laisser dévorer. Parce qu'en entreprise, vous avez des personnes qui sont très savantes. Elles détectent très rapidement les personnes qui ont un driver fait plaisir. Elles n'auront peut-être pas vu cet exposé, mais voilà, au pif, elles l'identifient rapidement. Et c'est généralement les personnes qui viennent vous charger, parce que je sais très bien que cette personne ne refusera pas, donc on charge. Et là, vous êtes des fois submergé de boulot. Donc, le driver fait plaisir, a aussi ses limites. Donc, autre driver, c'est celui qui a été construit lorsqu'un enfant a entendu de la bouche de ses parents « Tu sais, ma chérie, c'est difficile dans la vie, tout ce que tu gagneras, ce sera à la sueur de ton front. » Ou « faut travailler dur, il faut montrer qu'on travaille dur. L'employeur, il est attentif à ça. » Et puis, on a aussi un papa qui a peut-être pris 1 ou 2, 3 métiers dans des conditions de travail pénibles. Donc, l'enfant va installer sa croyance
Et cette croyance va être de dire, il faut que je montre que je fais des efforts. Donc le problème, certes, on a la qualité on est persévérant quand on montre qu'on fait des efforts. Mais le souci, c'est qu'on perd l'atteinte de l'objectif. L'objectif, c'est bien d'atteindre ce que vous convoitez, que ce soit un poste, que ce soit un niveau de revenu, que ce soit une construction, une opportunité qui vient à vous, la transformer et la mettre à votre profit. Mais quand vous êtes sous le joug de ce driver-là, vous risquez de perdre de vue l'atteinte de l'objectif, parce que votre objectif, à vous, c'est de montrer que vous faites des efforts. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on n'atteint pas l'objectif, on prend les sentiers les plus sinueux, les plus parsemés d'embûches, et on risque de rater l'opportunité parce qu'on ne s'en sent pas digne, tout simplement. Parce qu'on va mettre en place des croyances, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas à la hauteur, et puis on loupe des opportunités. Parce qu'on veut rester dans la démonstration de l'effort, alors que si vous faites vite l'atteinte au succès, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas démontrer que vous faites l'effort. Donc cette démonstration, attention, a aussi ses limites. Autre driver, donc, c'est l'enfant qui rentre de l'école en pleurant parce que ça a été un peu violent à la récré ou entre frères et sœurs c'est un peu tendu. Et à ce moment-là, il vient auprès des parents ou des grands-parents et en arrivant en pleurant, il va exprimer, du moins il va essayer d'exprimer l'émotion qui est la sienne. Et on le rembarre. C'est pas le moment, écoute les petits garçons, ça pleure pas. Et puis, on n'a pas de temps à te donner là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se construit ? Le driver, sois fort. Boum, on ferme, pont-levis, les herses, Fort Knox, on garde tout à l'intérieur et on ne peut plus exposer son champ émotionnel. Et à l'âge adulte, on ne sait pas le faire. On refoule ses émotions, parfois elles reviennent comme un tsunami, parce qu'on n'a pas mis d'intelligence dessus, on n'a pas su composer avec. Et du coup, quand vous êtes en interaction avec les personnes, vous n'arrivez pas à mettre en partage votre ressenti, votre état émotionnel intérieur, et c'est autant de matière que vous ne pouvez pas partager déjà à la maison, avec votre conjoint, vos enfants, parce que vous bloquez, jusqu'au moment où ça vous submerge, et là, boum, ça part, ou en pleurs, ou en cris, et ça pète dans tous les sens, et personne n'a vu le coup venir. Et c'est assez dévastateur, il faut récupérer après les pots cassés. Et ça peut vous mettre en difficulté. Donc, c'est OK de demander de l'aide quand on est en situation d'emploi. C'est pas, je suis angoissé, je vois la deadline qui arrive, je n'aurai pas les moyens de finir, il me faut un coup de main, Ça ne veut pas dire que vous êtes incompétent, c'est que vous avez la capacité de mettre en partage dans une équipe ou dans un couple, ou une association, le fait que vous avez un ressenti, une émotion, et elle doit être partagée auprès du collectif ou de la cellule familiale, donc c'est au sein du foyer que la chose se manifeste. Et le dernier driver, c'est le driver qui peut naître, cette croyance, quand vous entendez vos parents « Allez, dépêche-toi, finis ton petit déjeuner, tu vas rater l'école, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire, dépêche-toi, on va faire les courses, ou dépêche-toi, la douche et au lit ». Donc l'enfant, il entend que ses parents lui envoient toujours ce signal, donc il va se dire « Il faut vraiment que je montre que je me dépêche ». Donc à l'âge adulte, il va blinder son agenda. Il y aura à peine le temps passé d'une réunion à l'autre, ou d'aller faire des courses, de récupérer ce qu'il y a à prendre au pressing, pour rentrer à la maison, pour faire à manger, ou pour repartir amener les enfants aux activités sportives. L'agenda sera blindé, ça c'est certain. Mais pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sans cesse revalider intérieurement le fait qu'il faut se dépêcher. On l'a montré aux parents qu'on se dépêchait, mais à l'âge adulte, vous le montrez et vous auto-alimentez votre croyance. Voilà. Donc, juste pour terminer, avant les échanges, quand vous êtes sur un driver comme celui-ci, on peut dire les gens sont toujours à l'heure, c'est évident, parce qu'ils se dépêchent. Eh bien non. Parce que entre le moment où il faudrait qu'ils partent et le moment où ils partent physiquement, une maman par exemple à la maison, elle va voir qu'ils traînent un bol ou des couverts sur l'évier, elle va les mettre dans le lave-vaisselle, elle jette au passage une pastille dans le lave-linge qu'elle démarre, et elle démarre souvent où elle devrait arriver. Ok ? Et dans le monde du travail, vous avez des personnes auxquelles on va dire vous avez 3 semaines pour réaliser tel dossier. Alors, il y a les dépêche-toi qui vont dire 3 semaines, dans 3 jours, il faut que ce soit réglé. Donc, ils vont travailler en mode compulsif à toute vitesse, potentiellement en commettant des erreurs parce qu'ils vont un peu trop vite. Et puis, il y a ceux qui vont dire non, j'ai pas de créativité, moi, il faut que j'ai un peu de pression pour être créatif à ce moment-là. Et ils vont attendre J-3 et ils vont démarrer le boulot à J-3 parce que là, ils disent j'accède à ma créativité. Sauf qu'ils vont travailler comme des fous, ils vont crever l'équipe s'ils sont managers. Et potentiellement, il sera en commis des erreurs qui vont
abaisser, si vous voulez, la qualité du travail. Donc là, c'est l'anticipation. C'est quand on a ce driver-là, et ben c'est H moins tant de minutes, on fait telle chose, et H moins tant de minutes, on prend sa voiture et on se déplace. Ou alors, on se prépare pour une réunion, on révise son PowerPoint, ou on réédite ses documents bien avant et pas à l'arrache au dernier moment. OK ? Voilà. Donc, ce que j'ai mis à votre disposition, ce dont j'ai parlé tout au début, vous avez le questionnaire qui est là accessible. Vous allez pouvoir vous coter sur des questions. Vous avez le mode opératoire qui est écrit dessus. Et vont remonter nécessairement des drivers dominants. Vous en avez peut-être un qui est très très fort, ou deux. Donc voyez comment dans la vie déjà au quotidien ils interagissent avec vous. Vous avez compris d'où ils ont pris leurs racines. C'est lorsque vous avez été pris en charge, éduqué par vos parents. Et prenez le lead alors à ce moment-là dessus. Prenez le bon côté du driver, celui qui fait que vous vous mobilisez, celui que vous êtes sensible aux autres, celui pour lequel vous faites un travail, par exemple, abouti. Prenez le bon côté et composez avec le côté négatif, le côté qui vous plombe et qui peut potentiellement, dans le cas d'une transition professionnelle, être de nature à vous enlever de la ressource ou vous enlever de la confiance. C'est surtout ça. Plus vous redevenez souveraine de vous-même et plus vous avez la capacité à choisir et faire des choix selon votre goût et ne pas subir en fait des choix. Okay ? C'est surtout ça, la souveraineté que vous devez récupérer sur vous-même. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.